Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 16 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Ravi de te retrouver, Larry. Salut, jolie chemise. Parfait. Je disais, tu sais, t'as pas offert à Morandi le même traitement pour la chemise, hein? Mais bon, c'est notre relation spéciale. Il faut que tu le forces à mettre la même chemise que tu lui as donnée. Tu te souviens de cette chemise? Oui. C'est toi qui la lui as offerte. Oui, il l'a portée, non. Oui, il l'a portée. Une seule fois. Oui, juste une fois. Bien joué à lui. On peut le forcer à recommencer. Je suis content qu'on puisse le faire. C'est quand même mieux de parler et de rire de chemise que de parler de la fin du monde. Oui, exactement. Larry, je veux revenir sur quelque chose qui vient d'être rapporté il y a quelques instants par Reuters. Voici l'article qu'ils ont publié aujourd'hui. Il semble que... Quel est l'argument de cet article? Que 150 milliards de dollars sur les 300 milliards de réparations de l'Iran sont déjà engagés. Comment? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas d'où vient cette information, mais on dirait qu'ils ont une source assez fiable, venant de responsables américains, ou peut-être de quelque part, vous savez, dans l'entourage de Trump. Où est-ce que ça a été publié? Sur Reuters. D'accord. Et ça, je pense que c'est exagéré. Enfin, d'après ce que je comprends, parce que jusqu'à présent, quand on regarde les points du protocole d'accord, le fameux MOU, on ne voit rien venir, ni du côté iranien, ni du côté américain. Mais aujourd'hui, on a eu deux versions. Une venant d'Arabie Saoudite, via Al Arabiya, le média saoudien, et l'autre publiée par Axios. Et à mon avis, aucune des deux ne reflète vraiment la réalité de ce protocole. Parce que le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré récemment que le Liban était mentionné 3 fois dans le MOU. Or, aucune de ces deux versions ne le montre. Laissez-moi jeter un œil à l'article, juste une seconde. Je veux simplement voir quelle est leur source. Vous savez, celui qui disait que la moitié avait déjà été engagée. Oui, voilà. Donc d'après ce qu'ils disent, des entreprises privées en Corée du Sud, au Japon, à Singapour, en Malaisie et aux États-Unis ont pris des engagements financiers pour investir, pour injecter de l'argent dans l'économie iranienne. C'est comme ça que je le comprends. Et ça veut dire qu'ils ont, à ce stade, des promesses allant jusqu'à 150 milliards de dollars. Vous vous souvenez de tout l'argent qui avait été promis pour le Conseil de la paix à Gaza? Oui. Combien est réellement arrivé? Je crois que la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était vide. Oui. Alors espérons que l'Iran garde ça en tête s'ils ne veulent pas se retrouver avec une série de promesses creuses. Vous savez, on n'a pas envie de traiter avec un type comme Wimpy dans Popeye. Vous voyez, celui qui dit toujours « Je te paierai volontiers mardi pour un hamburger aujourd'hui. Donne-moi le hamburger maintenant, et peut-être que je te paierai la prochaine fois que je te croiserai. » Ce qui peut être vrai ou pas. Donc oui, encore une fois, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Trump n'a toujours pas publié le mémo, le protocole d'accord. Pourquoi? Pourquoi ne l'a-t-il pas rendu public? Est-ce parce qu'il reste encore des points de désaccord avec l'Iran qu'ils n'ont pas complètement réglés et qu'ils ont besoin de quelques jours de plus pour finaliser tout ça? Ils ont publié autre chose. Voici ce que la Maison-Blanche a rendu public jusqu'à présent. Les points clés du protocole d'accord. Le premier, l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Le deuxième, le président Trump a mis fin au combat sur tous les fronts, y compris au Liban.
pas de guerre sans fin. Le troisième est gratuit. Et le quatrième est crucial. Le quatrième est bien plus important que les autres. La récompense de l'Iran vient de son propre argent gelé. Pas de l'argent des contribuables américains, et seulement après qu'il aura rempli ses engagements. Ce qui est écrit juste en dessous, c'est « pas d'armes nucléaires, pas de levée totale des sanctions ». Autrement dit, l'Iran doit s'abstenir de fabriquer des armes nucléaires. It means that Iran needs to make nuclear weapons. Right. Yeah. Oui, voilà. Alors, ça s'appelle SPAN. J'étais en train d'exposer les autres raisons possibles pour lesquelles il ne l'a pas encore publié. Vous savez, ils n'ont toujours pas rendu public le protocole d'accord. Donc, est-ce que c'est parce qu'il reste encore des points à discuter, qu'ils débattent toujours, qu'ils essaient de trouver un compromis? Ou bien est-ce que, oui, tout est déjà bouclé, mais qu'ils craignaient que s'ils le publiaient avant vendredi, la réaction des sionistes et des néoconservateurs soit tellement forte que ça puisse faire capoter la signature de l'accord? Moi, je pense que c'est plutôt cette deuxième option. Je pense que vous avez tout à fait raison. Oui, parce qu'aujourd'hui, on l'a appris de deux sources en Israël, la chaîne 12, et plus tard, un journaliste israélien a confirmé qu'Israël avait demandé aux États-Unis une copie du protocole d'accord. Mais l'administration Trump a refusé. Ils ont dit « on ne va pas le faire ». Donc, il semble qu'ils ne savent pas ce qu'il contient. Moi non plus, je ne sais pas. Stop. Stop. J'en doute pas une seconde. C'est ce qu'Israël dit. Tu les crois, toi? Non. Ou tu penses plutôt qu'ils ont des espions à l'intérieur de l'administration Trump qui leur transmettent les infos? Donc Israël, eux, ils savent exactement ce qu'il y a dedans. Et maintenant, ils jouent cette carte pour se faire passer pour les victimes. Ils ne nous ont rien dit, on ne sait absolument rien. Eux, ils savent tout. C'est pour ça qu'ils sont furieux et qu'ils paniquent. Voilà pourquoi je pense que c'est important de le faire. Mais bon, je te taquine un peu, parce que je crois que ton idée, c'est... Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Le point essentiel, c'est qu'Israël sait tout. Mais je ne comprends pas, pourquoi demande-t-il officiellement aux États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout ça, c'est fait pour embarrasser Trump, afin qu'il puisse se présenter comme les victimes. Oh, on a été pris de court, on n'avait aucune idée que ça allait nous arriver. Et ce méchant Donald Trump nous a fait ça. Tu vois, si tu as regardé, je ne pense pas que tu l'aies fait, et franchement, je te le conseille pas, c'est mauvais pour le cerveau. Mais si tu as vu les commentaires de Mark Levin ou de Ben Shapiro, ces types-là, ils passaient leur temps à lécher les bottes de Donald Trump ces derniers mois. Oh, Donald Trump est le plus grand président de tous les temps parce qu'il s'en prend à l'Iran, il leur met une raclée. Et maintenant, c'est devenu « je déteste Donald Trump ». Bref, ils sont très changeants. Et c'est Trump. Je pense que Trump a décidé d'aller de l'avant avec ça, parce qu'il a reçu les derniers sondages, et les sondages sont mauvais. Donc il sait que s'il ne change pas de cap maintenant, on lui dit « tu vas perdre le soutien des électeurs juifs ». Mais le sondeur lui répondra que les juifs ne représentent pas un bloc électoral très important et qu'ils ne votent pas tous de la même façon. Beaucoup le soutiendront quand même pour avoir conclu un accord comme celui-là. Et vous savez, je pense qu'il comprend aussi que, c'est sorti dans les infos hier, que la réserve stratégique de pétrole des États-Unis est maintenant à 360 millions de barils. Ça paraît énorme, mais ensuite on se pose la question, combien de barils de pétrole les États-Unis consomment-ils chaque jour? La réponse, 20. Si on fait le calcul, ça représente environ 18 jours de pétrole. Et s'ils arrivent à court, parce qu'ils ont
utiliser cette réserve pour essayer de faire baisser les prix du pétrole et de l'essence dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis, ça crée une illusion. Du genre, ah, finalement, c'est pas si grave. On disait que ça allait être terrible, qu'il y aurait des émeutes dans les rues. Non, regardez, les prix baissent. Eh bien, dans 17 jours, ça risque de s'envoler. Je pense que c'est l'un des points qu'il surveille. C'était intéressant de voir qu'il a tenu sa promesse. Ils ont levé le blocus. Et hier, j'ai commencé à vérifier. Le nombre de navires iraniens qui passent maintenant par le détroit d'Ormuz est vraiment important. Le blocus est levé, oui, mais il contrôle toujours le détroit d'Ormuz. Oui. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec le professeur Manning. Il a dit que, pendant 60 jours, il n'y aurait aucun droit, aucun frais, aucun péage dans le détroit d'Ormuz. Mais, comme Axios l'a rapporté aujourd'hui, il y a un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Ils ont dit que, selon Axios, dans le cadre du protocole d'accord, l'Iran va gérer le détroit d'Ormuz avec Oman. Et ils vont faire payer, vous savez, tous ceux qui veulent utiliser le détroit d'Ormuz. Des frais de séjour. Avant, quand on allait à Vegas, c'était presque eux qui vous payaient pour venir jouer. Maintenant que les grandes entreprises ont pris le contrôle, eh bien, vous payez votre chambre d'hôtel, vous payez votre petit déjeuner, et en plus, ils vous facturent des frais de séjour. Parfois, c'est du genre, si la chambre coûte $200, vous avez $50 de plus à payer par jour. Donc, si vous restez 10 jours, d'un coup, vous en êtes à $500 de plus. Eh bien voilà, c'est exactement ce que fait l'Iran avec les navires qui veulent passer par le détroit d'Ormuz. Vous payez à chaque passage. Je pense que le problème, c'est que, comme l'a rapporté CNN, je ne sais pas si vous avez vu l'article, les services de renseignement américains estiment que l'Iran peut fermer le détroit d'Ormuz quand il le veut. Vous savez, à partir de maintenant, leur évaluation, c'est que si l'Iran, enfin selon eux, il serait impossible d'ouvrir le détroit d'Ormuz sans le consentement de l'Iran. Et un responsable américain a déclaré à CNN, « Nous avons désormais remis à l'Iran le contrôle de fait de ce détroit, une arme plus puissante que n'importe quelle bombe nucléaire. » Et ça, c'est ce qui a été rapporté aujourd'hui sur CNN. This was reported on CNN today. Je ne sais pas vraiment s'ils ont dit que les États-Unis avaient fait quoi que ce soit. L'Iran, lui, a eu de fait, enfin non, pas seulement de fait, il a eu le contrôle du détroit d'Ormuz. Maintenant, la question c'est de savoir si le reste du monde, quels autres pays, sont prêts à reconnaître la revendication de l'Iran comme légitime, comme légale. Les Européens, les Allemands et les Britanniques continuent de dire « non, 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 c'est illégal, c'est une voie maritime internationale ». Mais là, on a l'impression que dans cette affaire, les États-Unis ont au moins admis que oui, c'est un acte légal de la part de l'Iran. Larry, à quel point ce qui se passe entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou est réel? Regarde les nouvelles attaques de Donald Trump. Il dit à Benjamin Netanyahou, « Tout le monde te déteste et tout le monde déteste Israël. Tu survis à ce chaos grâce à moi. Israël est en vie grâce à moi. » Et ce genre de propos, cette manière de rabaisser Benjamin Netanyahou, même si on part du principe que tout ça est faux, que c'est juste une mise en scène, c'est quand même terriblement humiliant pour Benjamin Netanyahou. Eh bien oui, je ne comprends pas comment ils peuvent penser que ça pourrait être une mise en scène, faite pour dire que Trump parle vraiment mal de Netanyahou. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les commentaires d'autres Israéliens, eux, ils critiquent violemment Netanyahou pour être trop mou, trop complaisant envers Trump. Donc ça n'aide pas du tout la position politique de Netanyahou. Et même s'il revient, il est coincé. S'il suit ce que fait Trump,
il va perdre des voix dans l'électorat. S'il résiste et essaie de s'opposer à Trump sur ce point, ça va laisser Israël dans une position vulnérable où il risque de se retrouver à nouveau en guerre contre l'Iran et seul. Vous savez, les États-Unis diraient très bien, on retire nos KC-135. Et Israël, lui, n'a pas beaucoup de moyens solides pour compenser ça. Iran doesn't have a robust backup for that. Et les attaques, ou plutôt ces attaques. Je ne sais pas si tu as vu ce que Donald Trump a dit aujourd'hui à propos d'Israël. Il a parlé de retirer Israël, de mettre la Syrie aux commandes, et il a dit qu'Israël tuait trop de gens. Il n'y a aucune raison de dire ça. Et voilà ce qu'il a déclaré aujourd'hui, Larry. C'est trop long et il y a beaucoup trop de gens qui se font tuer. Et on n'a pas besoin de raser un immeuble à chaque fois qu'on cherche quelqu'un. Parce que dans ces immeubles, il y a plein de gens. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous du Hezbollah. J'ai suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah. Parce qu'honnêtement, je pense qu'il ferait un meilleur travail. Sans nous, sans les États-Unis, il n'y aurait pas d'Israël. Sans moi, il n'y aurait pas d'Israël. Parce qu'aucun autre président n'a été prêt à faire ce que j'ai fait. J'ai eu une très bonne relation avec Bibi, mais maintenant, Bibi doit être plus responsable vis-à-vis du Liban. Le Liban, autrefois, c'était un grand pays. Un pays avec des professeurs, des médecins, des avocats. L'intelligence, la vraie, se trouvait au Liban. Aujourd'hui, c'est terrible. Je dirais que parmi tous les pays, c'est celui qui a été le plus maltraité. Et ils ne peuvent pas se défendre. En plus, ils ont le Hezbollah, ce qui est un vrai problème pour eux. Donc non, je ne suis pas satisfait de la façon dont Israël a géré la situation avec le Liban et avec le Hezbollah. Ils auraient dû régler ça plus vite. Là, ça n'en finit pas. Et quand ça traîne comme ça jette une ombre négative sur l'accord le plus important, celui avec l'Iran. Oui. Je pense qu'il avance pas mal de faits d'ailleurs. Somebody say, Quelqu'un a dit ça? C'est Donald Trump? Vite, faisons un test d'urine, juste pour être sûr qu'il n'a pas été remplacé par un extraterrestre. Vous savez, un double de Trump. Parce que là, il admet que oui, Israël commet un génocide, qui tue des innocents juste pour essayer d'en tuer un seul. Et on verra combien de temps Trump va continuer à dire ça. Plus il le répète, plus ça rend les néoconservateurs fous. Et là, vous verrez, les Ben Shapiro, les Mark Levin, ils vont littéralement exploser. Ce soir, à Washington, on entendra des bruits d'explosion, et les médias diront « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Puis, quelques minutes plus tard, « Ah non, fausse alerte !» Ce n'étaient que les têtes de quelques néoconservateurs et journalistes sionistes influents qui couvraient le président et qui n'étaient pas d'accord avec lui, et leurs têtes ont explosé. Donc non, ce n'est pas une attaque terroriste. Merci et bonne journée. not a terrorist attack. Thank you and have a good day. Je pense que ce qu'il a dit, c'est que personne n'aurait fait pour Israël ce que Donald Trump a fait. En gros, il parle de la guerre contre l'Iran, je crois. C'était le rêve de Benjamin Netanyahou depuis des années. Eh bien, il l'a maintenant, et il doit assumer les conséquences de cette guerre. En fait, ce à quoi il fait face aujourd'hui, c'est le résultat, la réalité de la guerre qu'il voulait depuis si longtemps. Oui, voilà. Il doit accepter ses conséquences. This is how he smites very small. There is no way for Israel. Oui, je crois que je t'en ai déjà parlé, soit plus tôt aujourd'hui, soit hier. Israël dépend presque entièrement des États-Unis pour les opérations de ravitaillement en vol. Oui, ils en ont quelques-uns, mais leurs avions ne sont pas aussi performants que le KC-135, que ce soit en capacité de carburant, en volume de ravitaillement ou en nombre d'appareils qu'il peut servir. Je crois que c'est au moins 6. Chaque KC-135 peut gérer jusqu'à 6 avions. Mais Israël a besoin de ça.
et aussi du renseignement américain, des images satellites et des interceptions. Leur propre unité, la 8200, en a une partie, mais pas au niveau de ce que possède la CIA. But not quite like what the CIA has. There is CIA based on access report. Il y a un rapport fondé sur des informations de la CIA. Le directeur de la CIA indique que ce que l'Iran dit dans ses échanges avec les Américains à propos de son programme nucléaire n'est pas honnête. La manière dont il s'adresse aux États-Unis est différente, parce qu'en coulisses, d'après les renseignements recueillis par la CIA, leur discours n'est pas le même. Leur évaluation, en interne, est différente. Voilà. And Okay. I don't know. Est-ce qu'il a précisé en quoi c'était différent? Yeah, it said that Iran. Oui, il a dit que l'Iran, enfin, il ne l'a pas mentionné directement, mais il affirme que c'est complètement différent, tu vois, entre ce qu'ils discutent dans les négociations en cours sur leur programme nucléaire et ce qui se passe en coulisses. Ce sont deux scénarios totalement différents. C'est ce qu'a rapporté la presse en citant le directeur de la CIA, John Ratcliffe. Et plus tard dans la journée, selon des sources israéliennes, le journal Israel Hayom a indiqué que Donald Trump envisagerait de renvoyer les personnes opposées à l'accord. Those people who are against the agreement. So they talk about J'ai vu qu'il parlait de virer Ratcliffe, Hegseth et Rubio. and Rubio. Yeah. Oui, ça disait que Rubio était en dessous de Ratcliffe et Hegseth. Peut-être que Ratcliffe et Hegseth seront les deux premiers à être virés. Two options to be fired. Okay, so here was I looked D'accord. up quick. Alors voilà. Je viens de vérifier rapidement l'évaluation du DNI, c'est-à-dire l'évaluation de la communauté du renseignement. En gros, ça regroupe les principaux services de collecte. On parle souvent de 17 agences de renseignement. J'ai entendu dire récemment qu'on en compte maintenant 18. Mais pour être clair, en réalité, il n'y en a qu'environ 5 qui comptent vraiment. Vous avez la CIA, la Central Intelligence Agency, qui s'occupe surtout du renseignement humain. Elle fait aussi un peu de collecte électronique, mais son cœur de métier, c'est l'humain. Ensuite, je mets le département de la Défense dans son ensemble, parce qu'à l'intérieur, il y a la DIA, la Defense Intelligence Agency, qui a à la fois des analystes et des agents de terrain. Les attachés de défense à l'étranger, eux aussi, recueillent des informations. Et puis toujours au sein du département de la Défense, il existe certaines organisations de renseignement top secrètes, pas vraiment reconnues publiquement, mais qui sont bel et bien actives. That are not readily or publicly acknowledged but operate. So those are the two sort of human. Alors voilà, on a en quelque sorte deux types d'acteurs humains. D'un côté, il y a le département d'État, qui fournit des informations par ses canaux diplomatiques. De l'autre, il y a la National Security Agency, la NSA, qui collecte des données en interceptant tout ce qu'elle peut, un peu comme un aspirateur. Chaque email, chaque appel téléphonique, toute conversation enregistrable. Et puis, il y a la National Geospatial Intelligence Agency, la NGA, je crois que c'est son nom aujourd'hui. Eux, ils s'occupent des images satellites, des cartes, ce genre de choses. Donc en tout, ça fait 5 grands organismes. Et quand on fait une évaluation, on s'adresse à chacun de ces 5 services, puisqu'ils sont les collecteurs d'origine, et on leur demande, bon, qu'est-ce que vous avez comme information sur le programme nucléaire iranien? What's your information on Iran's nuclear program? And the conclusion was, Et la conclusion, disait-elle, c'est que l'Iran ne construit pas actuellement d'armes nucléaires. Le guide suprême n'a pas réautorisé le programme d'armement qui avait été suspendu en 2003, et la communauté du renseignement continue de surveiller toute décision de la part de la direction iranienne actuelle ou future d'en relancer un. Donc, l'évaluation de la CIA reste la même. C'est pour ça que je dis ça, que Ratcliffe sorte maintenant en affirmant que non, la CIA aurait aujourd'hui une vision complètement différente. Eh bien, attendez une seconde. Quelle information précise avez-vous vue au cours des 12 derniers mois qui vous aurait poussé à faire un virage à 180 degrés, un revirement complet? Turnaround, reverse course. Yeah.
Oui, on dirait que J.D. Vance refait surface. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Non seulement il a donné 3 ou 4 interviews ces 2 derniers jours, mais aujourd'hui, il était aussi dans l'émission de Megyn Kelly. Et voilà ce qu'il a dit, Larry, à propos du Liban dans son émission. C'est un accord de paix régional. Il va inclure le Golfe, il va inclure Israël, il va inclure le Liban. L'idée, c'est que ce soit un véritable accord de paix régional. Mais comment y parvenir sans Netanyahou? Pardon, excusez-moi de vous interrompre. Non. L'idée, c'est que si les Iraniens respectent l'accord, alors on aura un véritable accord transformateur pour le Moyen-Orient. Et sinon, ils n'en tireront aucun avantage économique. Au fait, elle a posé une question sur Israël. Oui. Et Ned alors? Est-ce qu'il a fini par répondre à la question? Non, il n'en a pas parlé. Je pense qu'il a tellement peur, parce qu'il me semble que J.D. Vance se prépare déjà pour 2028. Je suis d'accord avec ça. Et on le prépare aussi à servir de bouc émissaire si les choses tournent mal. Ce sera lui qu'on accusera. C'est pour ça qu'il arrive sur la scène, peut-être en lien avec les négociations en cours. Je ne sais pas s'ils vont obtenir quelque chose de positif avec le protocole d'accord. Parce qu'à ce jour, Israël attaquait le sud du Liban. Ils ont bombardé. Et l'armée iranienne a annoncé, depuis le début du cessez-le-feu, Israël avait attaqué le Liban plus de 24 fois. Alors, je ne sais pas comment l'administration Trump peut gérer la situation au Liban. Parce que, comme vous venez de le voir, Donald Trump critique Benjamin Netanyahou ou Israël en disant « Vous n'êtes pas capable de faire le travail ». C'est pour ça qu'il faut faire intervenir le gouvernement syrien. Je ne sais pas quelles sont les capacités réelles du gouvernement syrien. En gros, il parle de provoquer une sorte de guerre civile au Liban parce qu'ils ne sont pas capables, militairement, de s'opposer au Hezbollah. Bon, d'accord. Tout ça, encore une fois, montre un vrai manque de compréhension, un manque de connaissances historiques. En 1975, quand la guerre civile a commencé au Liban, je ne me souviens plus exactement de la cause immédiate, mais au fond, c'était un conflit confessionnel entre les chrétiens, les musulmans sunnites, les musulmans chiites, puis les alaouites, une branche de l'islam, et les druzes, une autre forme, un mélange entre christianisme et islam. À cette époque-là, le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, avait pris parti pour un groupe chiite qu'on a ensuite appelé Amal. Et vous savez, ils travaillaient avec, enfin les Syriens les soutenaient tous et s'ingéraient dans la guerre civile dès 1975 et jusqu'aux attaques contre les casernes des marines en 1983. Donc pendant au moins 8 ans. Et la direction syrienne, eh bien la Syrie a toujours été impliquée, toujours en train de se mêler des affaires du Liban. Alors sur le papier, est-ce qu'ils ont la force nécessaire pour intervenir et affronter le Hezbollah? Ah non, pas du tout. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, je ne sais pas si vous aussi, c'est la réaction, ou plutôt la réponse rapportée d'Al-Jolani, qui a en gros dit « Non, on ne fait pas ça. Non, merci pour l'invitation, c'est gentil, mais on ne fait pas ça. Pas du tout. » Mais il va rencontrer Al-Jolani pendant sa visite en Europe pour le G7. En ce moment, il est là-bas. Il semble qu'il y ait une forme de communication entre Donald Trump et la Syrie et que la Turquie soit impliquée dans cette communication pour faire venir Al-Jolani en Europe afin qu'il rencontre Donald Trump. Mais Al-Jolani, non. Oui. Je ne sais pas vraiment ce qu'il comprend. Je crois qu'il a compris. Il signerait sa propre condamnation à mort. Ouais. Merci pour l'invitation. Non, vraiment, je suis débordé ici. Faut que j'y aille.
Got to hop too. Larry, today Donald Trump had Larry, aujourd'hui, Donald Trump a eu 2 réunions. D'abord avec le chef du Qatar, l'émir Sheikh Tamim, puis plus tard avec MBZ, le dirigeant des Émirats arabes unis. Ces 2 rencontres portaient sur la manière de résoudre la crise en Asie de l'Ouest, avec la guerre qui continue. Tous les 2 soutenaient l'accord. Ils ont dit « Nous sommes là pour l'accord. Nous sommes prêts à investir. » En gros, les 300 milliards de dollars dont on parle viennent de ces pays du Golfe. Et voici ce qu'a déclaré le Cheikh Tamim du Qatar. And here is what Sheikh Tamim of Qatar said. Quelques mois, ou peut-être quelques semaines, je crois que c'était ça. On ne s'intéressait pas, vous savez, aux opportunités économiques en Iran. Notre intérêt à tous les 2, c'était d'abord de trouver un accord pour mettre fin à cette guerre. C'est notre objectif principal. Mais si on regarde l'économie et les perspectives, je suis sûr qu'il peut y avoir d'énormes opportunités. Comme je l'ai dit, c'est un moment très important. Il faut continuer à travailler dans ce sens pour parvenir à un accord final. Après ça, l'Iran sera bien sûr ouvert à toutes sortes d'investissements et je suis convaincu qu'il y aura de grandes opportunités. Mais pour être honnête, on n'y a jamais vraiment pensé. Notre objectif, c'est de trouver un accord. Eh bien, ils vont avoir besoin de quelque chose parce qu'on les a fait exploser. Tu vois, la plaisanterie a duré un bon moment, tu sais. Mais ce qu'il a dit d'important, c'est qu'il faut avancer. Il faut agir sur la question des médias. On ne peut pas continuer cette guerre sans fin. Ils sont tellement désespérés. Ils ne veulent pas de cette guerre. C'est pour ça qu'ils poussent l'administration Trump à faire quelque chose. Je suis sûr qu'Israël n'est pas du tout satisfait de ce qui se passe en ce moment. Eh bien, encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. La rencontre entre les Émirats arabes unis et Trump, à mon avis, est plus importante que celle du Qatar, tout simplement parce que les Émirats sont les plus étroitement liés à Israël. Et pourtant, l'autre jour, la semaine dernière, on a rapporté que le 9, je crois, donc mardi dernier, le Qatar s'était rendu en Israël, prétendument avec 3 milliards, 12 milliards, une somme d'argent incroyable. Lindsay Strength. Oui, il a pris l'avion des Émirats arabes unis vers l'Iran, soi-disant pour payer cette somme. Alors ça a été rapporté par 3 journaux différents avec plusieurs sources, et les Émirats arabes unis ont fermement démenti. Incroyable. Mais le fait est qu'il y avait quand même des échanges diplomatiques de haut niveau entre l'Iran et les Émirats. Et ensuite, le Qatar, de quoi vont-ils parler? Eh bien, ils ont subi d'énormes dégâts. Et d'après ce que j'entendais, with zero aux États-Unis, via une impersonal voix, les fermés forwardés new pazers. We're going to go our own way and you need to close your bases and get out. So, Alors, je crois avoir entendu ce rapport venant des Pakistanais qui disent que ce sont bien des conversations avec des diplomates. Donc c'est pas inventé. Moi, je vois le Qatar et l'Arabie Saoudite prendre leur distance avec l'armée américaine. Les Émirats arabes unis, eux, pour une raison ou une autre, sont passés du rôle de porte-voix, je dis bien de porte-voix, d'Israël, à celui d'un adversaire, ou du moins de quelqu'un qui résiste. Je ne les vois pas supplier pour avoir plus de défense aérienne israélienne. Je pense qu'ils ont compris que cette défense aérienne israélienne, non seulement ils ont dû la payer cher, mais en plus, ils se sont rendus compte que c'est nul. Ça ne marche pas. Bloomberg a rapporté aujourd'hui qu'ils estiment qu'en 2 mois, le Qatar pourrait revenir à un rythme normal pour son gaz naturel liquéfié. Vous vous souvenez, l'Iran avait détruit 17% de leur capacité de production.
Mais apparemment, il pourrait s'en remettre en 2 mois. Je ne sais pas trop à quel point c'est optimiste. Yeah, it may be. I recall Stanislav. Oui, et je me souviens peut-être de Stanislav qui a travaillé dans l'industrie du pétrole et du gaz. Looked like the damage that Il disait que les dégâts subis à Ras Laffan, c'est bien ça, les champs au Qatar ou les installations avaient été gravement, très gravement endommagés. Ce n'est pas simplement une question de tout arrêter et de redémarrer plus tard. Il va falloir du temps pour remettre toutes les réparations en place. It's going to take a while to get all the repairs in place. Larry, jusqu'où les États-Unis peuvent-ils aller avec le dossier iranien et le protocole d'accord, compte tenu de la guerre qui continue dans le sud du Liban? Parce que tôt ou tard, on risque de voir une forme d'escalade sur ce front. Les gens commencent à rentrer chez eux, mais Israël ne recule pas. Et Benjamin Netanyahou l'a répété aujourd'hui, hier et avant-hier. Nous ne partirons pas, nous ne nous retirerons pas du Liban. Ça ne changera pas. Nous ne faisons pas partie du protocole d'accord. Nous n'avons pas participé aux négociations. Well, and we'll find out if Iran means what it says. Eh bien, on verra si l'Iran pense vraiment ce qu'il dit. Based upon what Iran has D'après ce que l'Iran a déjà déclaré sur la protection du peuple libanais et sa volonté de mettre fin aux attaques d'Israël, si Israël ne s'arrête pas et que l'Iran ne réagit pas rapidement et fermement, les tueries vont continuer et l'Iran aura perdu toute crédibilité. C'est là que la crédibilité est essentielle. Il ne faut pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Et si on en fait une, alors, bon sang, il faut la tenir. You can't fulfill, and if you do make the promise, then by God, keep it. Comment ça va influencer l'administration Trump et la réaction de leur côté? Parce qu'aujourd'hui, J.D. Vance se vantait d'une certaine manière de l'influence qu'ils auraient eue pour faire pression sur l'Iran afin qu'il ne réponde pas à l'attaque israélienne de la dernière fois. Mhm. Yeah, well, that is this again will bring the pressure to bear on Israel. Trump is going to come back to him and say, "Hey, I warned you." So I think what would be effective. I don't think Trump will do this, but what would be effective is Trump would come back on and say, "Okay, I warned you not to do this. You've done it again." So effectively, immediately, we're withdrawing all U.S. tanker fleets and combat aircraft from Israel. Have a good day. And then start that process moving, at which point I think Israel would come around to its senses real quick because it realized it can't be the sole. If it lives in that neighborhood and is trying to protect itself without the U.S. full support, very, very limited what they can do. Je pense que s'il est prêt à faire pression sur Israël, il peut simplement donner le feu vert à Israël, dire à la Turquie d'arrêter d'envoyer du pétrole et du gaz à Israël, dire à l'Iran que s'ils attaquent le Liban, ils peuvent répondre et que nous n'allons pas aider Israël à les attaquer. S'il est vraiment prêt à agir dans ce sens, il doit le faire, parce qu'il ne pourra pas vaincre ces sionistes aux États-Unis, ni dans son administration. Supposons qu'il ne fasse pas partie de ces gens-là, qu'il soit sincère dans la façon dont il s'exprime. Admettons cela, même si je n'y crois pas, mais admettons-le. Et dans ce cas, il pourrait obtenir l'aide de la Turquie et de l'Iran pour remettre Israël à sa place. Well, let's go back. This has been going on now for. Bon, revenons un peu en arrière. Vous savez, ça dure depuis presque 51 ans maintenant, cette guerre civile qui va et vient. Israël est déjà intervenu plusieurs fois, est reparti, revenu, reparti encore. Et là, ce sera sans doute un nouveau retrait si Trump décide d'utiliser son influence pour les forcer à sortir. Et une fois qu'ils seront partis, ils auront bien du mal à revenir sans le soutien des États-Unis. Oui, le soutien américain est essentiel dans cette affaire. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les forces américaines sont aujourd'hui tellement liées à Israël qu'elles auront du mal à vraiment s'en détacher.
Et encore une fois, tout ça risque de faire dérailler la cérémonie de signature prévue pour vendredi. Alors, si j'avais un peu d'argent à parier, je sais sur quoi je miserais. Here is what was reported, Larry, a significant number of Voici ce qui a été rapporté, Larry. Un nombre important de véhicules militaires israéliens se sont retirés de la ville de Qiyam, dans le sud du Liban, en direction des zones de Sarda et d'Al-Amra. Ce mouvement pourrait correspondre à une opération de redéploiement des forces israéliennes, ou bien marquer les premières étapes d'un retrait plus large de ce secteur, selon le correspondant libanais du journal Al-Akhbar. Al-Akhbar, c'est une source très importante, très crédible. J'en parlais justement avec le professeur Mlandi. Quand il s'agit du Liban, l'une des sources les plus fiables, c'est Al-Akhbar du Liban, tout simplement. Si c'est bien ce qui se passe, c'est significatif. Je ne sais pas si on peut y voir un signe positif. Peut-être qu'il se retire d'une zone pour aller vers une autre, ailleurs au Liban, ou peut-être que c'est vraiment important parce qu'il se retire du Liban tout court. significantly important because they're withdrawing from Lebanon. It's a way to say, hey, we're working on complying. C'est une façon de dire, hé, on essaie de se mettre en conformité. Vous demandez ça, mais on ne peut pas le faire. On n'est pas des magiciens. On ne peut pas tout faire en un jour. Ce serait leur argument. Ils vont essayer de faire traîner les choses. C'est une manière de gagner du temps, tout en prétendant qu'ils respectent les exigences. Et du point de vue de l'Iran, ils vont regarder et dire « Oui, la brigade Gilani a apparemment été retirée hier pour repos et récupération. » Tant qu'il y a encore un peu de mouvement au sens où Israël retire du personnel, même s'il continue à frapper ailleurs, je pense que l'Iran va continuer à retenir son feu. On verra combien de temps ça dure, mais comme souvent avec les Israéliens, ils finissent par perdre le contrôle et faire quelque chose d'encore plus violent. À ce moment-là, ils franchiront la ligne et l'Iran estimera qu'il n'a plus d'autre obligation, plus d'autre choix que de riposter. On verra bien. If they achieve something with Iran, Larry, how is that Si jamais ils obtiennent quelque chose avec l'Iran, Larry, en quoi ça va renforcer la position de J.D. Vance pour 2028? Et en quoi ce serait utile pour l'administration Trump, puis plus tard pour J.D. Vance? Parce que ce serait quand même un succès pour l'administration, je dirais, vu que le retrait du Liban, c'est une tâche énorme. Ce ne sera pas facile du tout. Beaucoup de gens trouveront même l'idée complètement irréaliste. Mais s'ils y parviennent, qu'est-ce que ça voudra dire pour l'administration? if they achieve it, what does that mean for the administration? Si ça met fin à la guerre et relance la croissance économique dans le monde, alors Donald Trump s'en attribuera tout le mérite. C'est son idée, son projet. Mais si ça tourne au désastre, Trump dira « C'était la proposition de J.D. Vance. Je l'ai écouté, j'ai fait l'erreur de l'écouter. » Et il rejettera toute la faute sur lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Trump récolte le crédit pour tout ce qui marche et Vance pour tout ce qui échoue. Pas vraiment une relation saine, loin de là. Do you see the Tu as vu le moment où Donald Trump a lâché Pete Hegseth? exit under the bus? Or Ah oui, oui. Hegseth, c'est facile à imiter parce qu'il est vraiment idiot. Mais Ce sera plus difficile avec, disons, Radcliffe. Plus difficile aussi avec Marco Rubio. Encore une fois, les trois sont censés partir. Et puis il y a sa propre équipe de sécurité nationale. Son conseiller à la sécurité nationale, c'est aussi Marco, et le secrétaire d'État. Donc en théorie, il pourrait les virer. Mais franchement, je ne vois pas en quoi ça rend Trump plus fort. Au contraire, ça renforce juste l'idée qu'il a fait de mauvais choix dès le départ. Et puis, ça aidera ces gens-là à retrouver un poste, notamment auprès du lobby sioniste, parce qu'ils étaient perçus comme tellement pro-sionistes que bon, forcément, on se dit, ce sont de bonnes personnes, ils font partie des nôtres.
Netanyahu's position in Israel is getting worse. La position de Netanyahou en Israël se dégrade. Et l'un des principaux problèmes, c'est la guerre sur tous les fronts. Comme il l'a dit, au Liban, à Gaza, et le pire, c'est celle contre l'Iran. Cette guerre est un échec total. Elle n'atteint aucun objectif. L'Iran, aujourd'hui, est plus puissant qu'il ne l'était avant le début du conflit. C'est une énorme une perte stratégique pour Israël. Les pays du Golfe se rapprochent de l'Iran, d'une manière ou d'une autre. Ou bien, ils n'ont tout simplement pas d'autre choix que de se rapprocher de Téhéran ou d'entretenir de meilleures relations avec lui, parce que tout le calcul autour du détroit d'Ormuz a changé. C'est pour ça que le détroit a été mentionné dans le protocole d'accord, selon des sources de l'Axe et iraniennes. Voilà la nouvelle réalité. Mhm. So this is the new reality. And Well, go ahead. Well, no, I just say this has been Non. in the works for several Je years. dis simplement que tout ça se prépare depuis plusieurs années. March of 2023, En mars 2023, les Saoudiens et les Iraniens ont en gros mis de côté tous leurs anciens conflits. Ils menaient une guerre par procuration l'un contre l'autre au Yémen et maintenant ils se sont rapprochés. Cette relation a tenu malgré le fait que l'Iran ait déjà bombardé à l'intérieur de l'Arabie saoudite, y compris la base aérienne du prince Saoud, et qu'il bombarde aussi au Qatar. Mais sur le plan diplomatique, ses relations avec les Saoudiens restent intactes. Ensuite, l'Iran s'est tourné vers Bahreïn. Bahreïn, à mon avis, sera plus difficile à convaincre, tout simplement parce que le dirigeant là-bas devra être écarté. The ruler there is going to have to be taken out. And so I think that's what will happen to him. Et donc, You know, je pense que c'est ce qui va lui arriver. arrested. Vous savez, Assistance of the il United pourrait States. être arrêté avec l'aide des États-Unis. Rien que ça. Qatar, Ce serait assez surprenant. Qatar and Saudi Arabia. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont tous deux indiqué à des sources pakistanaises qu'ils allaient se retirer de leurs relations avec les États-Unis d'ici 9 mois à 1 an. Ce serait une mauvaise nouvelle pour la base aérienne d'Al Udeid au Qatar et pour la base du prince Saoud en Arabie saoudite. Ensuite, ce serait aux Émirats arabes unis de décider s'ils veulent être le seul pays de la région du Golfe à se tenir aux côtés d'Israël. Ce ne serait peut-être pas une relation très saine. Israel may not be a healthy kind of relationship. Do you see anybody in Israel Voyez-vous quelqu'un en Israël capable de remplacer Benjamin Netanyahou et d'être aussi puissant que lui l'a été pendant ses 16-20 années au pouvoir? Yeah, I don't know how many well- 16, 20 years of administration? yeah, no, but let's also Oui, non. understand that even if whoever comes in and is Mais il faut aussi comprendre que même si la personne qui arrive paraît, disons, plus forte, peut-être plus modérée, qu'elle n'énerve pas tout le monde, comme Netanyahou, malgré tout, il est très probable qu'elle ait une position sur Gaza et les Palestiniens, selon laquelle les Palestiniens sont comme Amalek et doivent être détruits. Donc je pense que qui que ce soit, la personne élue sera encore plus à droite que tous les braves gens qu'on voit, tu sais, sur Crosstalk, sur YouTube et les réseaux sociaux. Alors enfin, on va devoir voir. La façon dont ce message va être géré dans les prochains jours, c'est que Trump essaie de tenir les conservateurs à distance. Il garde le fond du message secret. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à faire ça avec le Sénat, avec le Congrès? J'en sais rien, je crois que c'était pas toi. Quelqu'un d'autre m'a montré la vidéo de Mark Levin parlant de la Constitution. C'était pas toi? Si. Talking about the Constitution. That wasn't you, was it? No. Non, c'était pas moi. Je ne diffuse pas les vidéos de Mark Levin. Well, Oui, c'est un bon choix et en plus c'est sain pour toi. it's a good, healthy choice for you. C'est tellement toxique. Yeah, but he was saying that any Oui, mais il disait que tout accord que Trump signerait avec, disons dans ce cas l'Iran, devait être traité comme un traité et donc présenté au Sénat, débattu puis approuvé aux 2 tiers. Eh bien, en fait, j'ai dit que ce serait une excellente idée, mais qu'il faudrait convaincre le Sénat pour obtenir son soutien. Mais oui, un accord de ce type, soutenu par le Sénat, deviendrait vraiment solide, un accord exécutoire qui pourrait être appliqué devant les tribunaux américains, justement parce qu'il s'agirait d'un véritable traité et pas simplement d'un mémorandum d'entente. Mais j'ai aussi fait remarquer que, même si j'étais d'accord avec Levin sur ce point,
Je ne l'ai pas entendu faire le même argument constitutionnel à propos de la décision de Trump d'attaquer l'Iran et de déclencher une guerre. Parce que la Constitution dit aussi quelque chose là-dessus. Le président ne peut pas simplement sortir et tuer qui il veut, comme bon lui semble. Il a l'obligation de passer par le Congrès. Seul le Congrès peut déclarer la guerre. Eh bien, il ne l'a pas fait. Réfléchissons-y. Si Trump avait fait ça, et que la guerre n'avait en fait jamais commencé, l'Iran serait aujourd'hui dans une position plus faible qu'il ne l'est. Je pense qu'il est beaucoup plus fort à cause de ce qui s'est passé. Parce que ce que ça a montré, c'est que l'Iran a découvert « Hey, on contrôle le détroit d'Ormuz. On ne se rendait pas compte qu'on avait autant de pouvoir. » Et ensuite, ils affrontent l'armée de l'air américaine et l'armée de l'air israélienne. Ils résistent à des bombardements terribles et ils arrivent à riposter d'une manière très très coûteuse, à la fois pour Israël et pour les États-Unis. Voilà, c'est toute la loi des conséquences imprévues qui s'applique. Larry, avant de conclure, il semble que la seule option capable de remplacer Benjamin Netanyahu, ce soit Naftali Bennett. En gros, il traite Netanyahou de mauviette. Genre, t'es un lâche. T'as peur. Attends. Enlève Netanyahou de l'équation. C'est pas comme si tu le remplaçais par des modérés qui débarqueraient avec Yoko Ono en chantant « Tout ce qu'on demande, c'est une chance pour la paix ». Tu vois, pendant qu'on applaudit et qu'on chante avec eux. Non, ça n'arrive pas. Ces types-là, ils veulent plus de guerre. C'est ça qui est choquant. Donc oui, ça a fait tomber pas mal d'illusions sur ce que les gens croient qui se passe en Israël. Le pays est en train de se désagréger de l'intérieur. Et pourtant, il est devenu une machine de guerre. À droite, à gauche, au centre, peu importe, la grande majorité est déterminée à faire la guerre à ses voisins. Et franchement, ça c'est pas bon, ni pour le cœur, ni pour l'esprit. Je ne peux pas conclure sans passer un extrait de Naftali Bennett qui parle de l'Iran, parce que c'est vraiment drôle. C'est drôle. Il y aura un nouveau gouvernement et j'espère bien être à sa tête. Et je veux dire ici, au régime iranien, je serai votre pire cauchemar. Je ne lâcherai rien tant que nous n'aurons pas libéré votre peuple et garanti que vous n'aurez pas l'arme nucléaire. Alors n'espérez rien. Nous ne relâcherons pas nos efforts parce que c'est un combat pour notre liberté, pour notre sécurité et pour le bien de tout le Moyen-Orient. Oui. Oui, enfin, on pensait que Netanyahou était fou. Franchement, c'est assez choquant. Exactement. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bien, mon ami. On verra comment les choses évoluent cette semaine. Franchement, c'est comme être sur des montagnes russes. Ah, et puis oui, allez voir ma chaîne, mon blog, sonar21.com, et notre nouvelle chaîne avec Pépé et Zulfikar Ali, ça s'appelle Transition Protocols. Pépé vient justement de faire une session avec Zulfikar, il y a environ 3 heures. Ça vaut le coup d'œil. Demain, Pépé et moi, on en fera une ensemble, une discussion en panel. On verra bien où on en est demain à la même heure. Il y a clairement beaucoup de changements. Oui, bien sûr. Tout est en mouvement. Oui, il faut savoir rester flexible. Oui, exactement. Du yoga, c'est ça qu'il nous faut. Très bien. Merci. À plus tard. Au revoir. Santé.